Nous allons commencer par une séquence grand angle. Nous voulons donner une perspective plus large peut-être à nos débats, vous allez le voir, dans une perspective vraiment à long terme. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène, il est paléoanthropologue au Collège de France, M. Pascal Pic. Pascal Pic, je vous croyais perdu dans vos coquillages, mais vous êtes avec nous. Donc, vous étudiez donc l'évolution de l'espèce humaine depuis ses origines et son adaptation face aux grands bouleversements que nous connaissons sur notre planète tout au long de notre histoire. Alors, les défis climatiques et énergétiques auxquels sont confrontés aujourd'hui l'humanité, sont-ils ou vont-ils devenir, selon vous, l'un des bouleversements qui risquent de menacer carrément l'espèce? Est-ce que vous pouvez même nous proposer une analyse, je dirais, darwinienne de cette situation? On a pensé que ce serait original et intéressant d'avoir votre point de vue sur ce problème dans le contexte de notre planète. Donc, vous allez faire un petit discours et après, je viendrai pour que vous puissiez vous aussi poser vos questions. Pascal Pic, on vous écoute. Merci Alex Taylor. Bonsoir mesdames et messieurs. Oui, je suis paléoanthropologue, ce qui veut dire paléo-ancien, anthropos l'homme et logos la connaissance. Donc c'est l'ensemble des disciplines qui s'intéressent aux origines et à l'évolution de la lignée humaine. D'une manière générale, on regarde assez peu cette évolution sous le prisme de l'énergie. C'est quand même assez étonnant, puisque par exemple, nous sommes des organismes multicellulaires, et il a fallu que des milliards et des milliards d'organismes encore plus simples, les protozoaires, comme on les appelle, et pendant des milliards d'années, produisent en fait un déchet qui s'appelle l'oxygène, de telle sorte qu'au bout d'un moment, l'atmosphère s'est enrichie en oxygène, le gaz, O2 donc, et à partir de là, il y a eu assez d'énergie disponible pour que des petits organismes unicellulaires forment nos cellules eucaryotes qui, elles, ont besoin de beaucoup d'énergie pour leur métabolisme. Et puis la seconde étape, ça va être effectivement l'apparition de stratégies de reproduction de plus en plus complexes. Et pour faire des organismes comme les nôtres, ou les mammifères, ou les oiseaux, il est nécessaire d'avoir beaucoup d'énergie. Car nous dépensons énormément d'énergie, à la fois pour nous reproduire, ce qui veut dire donc accéder à des partenaires sexuels, et ensuite, quand on est des oiseaux et des mammifères, de trouver les ressources qui vont permettre aux mères et aux pères, quand ils s'impliquent, ce qui n'est pas quand même le zèle principal des mammifères, comme vous le savez, mais en tout cas ça leur arrive, donc d'aller chercher donc, des nourritures ou d'assurer à minima une protection. Donc tout cela, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie. Et l'invention de l'homéothermie, c'est-à-dire l'aptitude que nous avons à réguler la température de notre corps, elle aussi nécessite la recherche d'aliments de bonne qualité et que nous sachions en fait les transformer afin d'assurer notre succès reproducteur. Car au bout du bout, il n'y a qu'une seule règle dans l'histoire de la vie. Quelle que soit l'espèce, qu'elle soit unicellulaire ou très complexe comme la nôtre, c'est de pouvoir assurer un succès reproducteur avec un investissement plus ou moins important vis-à-vis des jeunes. Or, chez les mammifères que nous sommes, il y a un déséquilibre énorme, notamment entre les femelles, puisqu'il y a un utérus et que ce petit va croître dans l'utérus. Et les femelles ont besoin de nourriture à la fois pour elles et à la fois pour le petit qu'elles vont allaiter ou le petit qui est en gestation. C'est pour cette raison que nous appelons chez nous les femelles de ce joli terme le sexe écologique. Rien à voir avec quelques ministères tenus par des femmes récemment. On appelle les femmes le sexe écologique parce qu'elles ont évidemment, les femelles, largement besoin de nourriture pour assurer leur reproduction. Alors pour les mâles, évidemment, de ce côté-là, ils sont un peu plus tranquilles, notamment chez les mammifères, mais néanmoins, quel boulot pour aller chercher des femelles? Déjà la bagarre entre les mâles, ensuite développer des apparats, des parures, enfin, c'est-à-dire que les chants, les parades, les comportements complètement exubérants, c'est-à-dire ça va du gorille qui tape sur la poitrine à la roue arrière en voiture en classement de tennis. Donc tout ça, c'est des comportements basiques de mâles qui dépensent beaucoup d'énergie pour se faire repérer par les femelles.
Donc tout ça, il faut le trouver, hein, et ça consomme donc énormément. Maintenant, j'aurais pu intituler cette petite intervention The Fire of Life. Pardon Alex pour l'accent. Donc The Fire of Life, ce sont des études qui ont été mises en place dans nos domaines à partir des années 1960 pour mieux comprendre quelles étaient les contraintes énergétiques sur le déploiement, la croissance, le développement et le succès, in fine, reproducteur des espèces. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a des règles assez strictes, des règles empiriques, certes, mais des règles assez strictes, et nous connaissons assez bien quelles sont la valeur du métabolisme que les espèces doivent mettre en place lorsque, par exemple, elles doivent acquérir une grande taille. Or, au risque de vous surprendre, nous sommes des espèces de très grande taille. Ça peut vous surprendre, mais parmi les singes et les primates, il y a 200 espèces. La plus grosse, c'est le gorille. Après, c'est nous. Évidemment, je ne parle pas de ce problème de l'obésité qui, bientôt, va faire passer les gorilles au second rang. Mais là, en l'occurrence, on voit le trop-plein d'énergie où ça peut mener. Donc, nous sommes de très grosses bêtes. Et évidemment, vous êtes toujours surpris, les éléphants, les baleines, etc. Mais c'est très peu, en fait. C'est ces espèces plus grandes que nous qui nous impressionnent, évidemment, parce que nous sommes toujours arrogants, on n'aime pas ceux qui sont plus forts que nous. Eh bien, ces espèces sont très rares. Hein. Parmi les 4500 espèces de mammifères, on fait partie des 0,0001% des plus gros. Mais néanmoins, on n'est pas nombreux, mais il faut aller chercher la nourriture, et il faut effectivement faire en sorte que nous puissions assurer notre développement, notre croissance et, évidemment, notre succès reproducteurs. Alors ces règles sont très strictes. Elles sont gérées en fait par des problèmes tout simples de géométrie, qu'on appelle allométrie, pardonnez-moi pour le terme. Donc c'est-à-dire, c'est régulé par des relations entre les surfaces et les volumes. Je vous donne un exemple. Les félins, les tigres. Les tigres, c'est des bestioles toutes simples qui se retrouvent de l'Indochine, quand il y en avait, jusqu'à la Sibérie. Et ces tigres, tant qu'ils trouvent de la viande, il n'y a pas de problème. Car la viande, c'est la seule nourriture qu'on trouve sous toutes les latitudes et en toute saison. La viande, donc. Et les félins, et notamment les tigres, sont des amateurs exclusifs de viande fraîche. Eh bien, quand vous regardez un tigre d'Indochine, ce tigre, il ne fait pas plus de 200 kilos. Bon, déjà 200 kilos devant vous, ça peut impressionner. Mais c'est les plus petits. Pourquoi ? Quand on est petit, on a une surface du corps qui est plus grande par rapport aux masses. Puisque vous savez bien, nos masses augmentent à la puissance 3, alors que nos surfaces augmentent à la puissance 2. Donc plus les animaux sont gros, plus ils ont de gros volumes par rapport à de petites surfaces. Et par conséquent, quand il fait chaud, eh bien, il vaut mieux avoir de petites surfaces par rapport au volume, donc les espèces sont plus petites. Et vous allez chez les tigres de Sibérie, alors là, attention quand vous le croisez, ce gars-là, parce que les tigres de Sibérie font 400 kilos. C'est ceux que l'on voit dans les cirques. 400 kilos, vous imaginez votre chat qui vous énerve, sauf qu'il a la taille d'un poney. Donc là, vous lui donnez son miaou-miam tout de suite. 400 kilos, c'est énorme, ça peut aller jusqu'à 450 kilos. Et là, pourquoi ? Sous les hautes latitudes, eh bien, d'avoir une plus grosse masse, eh bien, ça diminue les surfaces de manière relative et vous gardez mieux votre chaleur. Voilà. Tout ça, c'est très bien expliqué depuis une trentaine d'années. Il y a des débats techniques, mais ça, je ne vous embête pas avec. Alors l'homme, maintenant. Et l'homme dans tout ça. Eh bien, l'homme, c'est une grosse bête qui va inventer un mode d'évolution qui n'a jamais existé dans l'histoire de la vie. Et ça commence il y a 2 millions d'années. 2 millions d'années. Car en fait, les hommes ont déjà 2 caractères assez étonnant. Premièrement, une bipédie, c'est-à-dire une marche debout, nantie d'une physiologie très particulière, car nous sommes les seules bêtes qui sont couvertes de glandes sudoripares avec les chevaux, donc nous pouvons courir, marcher et courir sur de très longues distances. L'homme, comme le cheval, est le seul animal qui peut courir le marathon. Bon, moi je ne le fais pas, mais enfin bon, en m'entraînant, j'aurai quelques chances. Et puis surtout un gros cerveau. Alors là, le cheval, lui, il a aussi des glandes sudoripares, mais côté cerveau, enfin j'aime bien les chevaux, mais enfin bon, il n'aurait pas tenu une conférence aujourd'hui ici, d'accord ? Donc, mais voilà, ce gros cerveau, mesdames et messieurs, sachez qu'il consomme par jour 1/4, voire 1/3 de tout ce que vous avez consommé dans la journée. Donc déjà, après ma conférence,
vous aurez épuisé tout ce que vous avez consommé au déjeuner. Et chez les enfants, c'est pire. C'est pour ça qu'ils mangent tout le temps, les gosses. Parce que vous savez qu'on a la taille de notre cerveau adulte à l'âge de 6 ans. Vous savez, maintenant vous le savez en tout cas. Donc c'est pour ça que les gosses, ils passent tout le temps à manger. Parce que le cerveau a priorité. Quand on dit que les petits gamins nouveau-nés passent leur temps, qui sont immatures, ce n'est pas vrai. Ils sont très matures. Sauf que le gros machin qui est là, il consomme 80% de l'énergie quotidienne. Et vous savez que le cerveau a absolue priorité. Donc nous allons avoir, du fait de l'évolution naturelle de notre lignée, cette double aptitude extraordinaire, une capacité à se déplacer sur de très longues distances et un gros cerveau qui va commencer à mener la danse. Mais une chose nouvelle apparaît il y a 2 millions d'années. La coévolution. La coévolution. C'est quoi la coévolution? Il y a 2 coévolutions. D'abord, une espèce n'évolue pas seule. Nous évoluons avec les organismes vivants qui sont autour de nous. Donc ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais sachez que le réchauffement climatique, vous en avez parlé, on en reparlera, est une menace réelle, une menace qui était bien plus rapide aujourd'hui, et c'est l'objet de mon dernier livre, c'est les diversités. Plus nous aurons des diversités à la fois naturelles, culturelles, linguistiques et domestiques qui seront éliminées par nos modes de vie d'aujourd'hui, moins nous léguerons aux générations futures la possibilité de trouver leur choix de progrès, pas le nôtre, le leur. Ça, c'est une règle d'or de Darwin. La règle d'or de Darwin, c'est la descendance avec modification. La seconde règle d'or, c'est que plus il y aura de diversité, plus les générations qui nous succèdent, c'est-à-dire nos enfants et nos petits-enfants, trouveront les moyens de mettre en œuvre leur propre projet de progrès. Car ce qui est en train de changer, mesdames et messieurs, c'est ce mode de vie dont j'ai bénéficié. Moi, je suis un enfant des 30 Glorieuses, et ma génération n'a jamais consommé autant dans l'histoire de la vie. Ça a été extraordinaire, ça a marché. Sauf que voilà, au bout d'un moment, quand on est darwinien, il faut se dire à partir de quel moment ce qui a permis de faire mon succès ou notre succès ne suffira pas pour les générations futures. Car la loi de Darwin, c'est ça. C'est la descendance avec modification. L'évolution, c'est pas ce qui s'est passé. Ça, c'est mon job, c'est Néandertal, c'est Lucie, c'est génial. Mais ce que nous dit Darwin, l'évolution, c'est la descendance avec modification. Donc descendance, c'est nos enfants, modification, c'est l'environnement qu'on leur laissera. Donc ce que nous faisons aujourd'hui conditionne le jeu des possibles des générations futures. Ce n'est pas du moralisme, c'est comme ça que ça se passe. Donc le tout, c'est de trouver des solutions, et c'est l'objet de cette réunion aujourd'hui, en tout cas de commencer par là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'effectivement, cette coévolution va commencer avec le fait, deuxième coévolution, c'est-à-dire les inventions technologiques des hommes vont modifier leur biologie et, in fine, et on le sait depuis peu de temps, modifier la planète. Et ça, on s'en est rendu compte depuis très peu de temps. Première étape. Alors, je vais vous livrer toutes les étapes rapidement, et je ne veux pas trop vous assommer par des chiffres, mais en attendant, première période, 2 millions d'années. Nos ancêtres, qui s'appellent Homo erectus, ne font pas plus d'1,20 m. Mais ils ont déjà un cerveau qui fait la moitié du nôtre, et ces gars-là sont les premiers à s'affranchir du monde des arbres. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ne sortent pas tout seuls d'Afrique. Ils sortent avec leur communauté écologique, c'est-à-dire avec les lions, les antilopes, les babouins qu'on appelle les géladas, etc. Donc voilà, ils se baladent comme ça, ils sortent d'Afrique, ils n'en ont pas conscience, hein, ils sortent avec leur communauté écologique, donc coévolution. Et en fait, ces lions que vous connaissez dans la grotte Chauvet, ceux qui ont combattu dans le cirque Maxime, les lions qu'on trouve encore dans la forêt de Gir au sud du Pakistan, mais on est en Inde, les lions que chassait Nabucodonosor, ces lions viennent de ces communautés qui sortent d'Afrique il y a 2 millions d'années. Et à partir de là, quelque chose de nouveau se met en place. Quand la communauté du lion arrive vers l'est, donc elle rencontre la communauté du tigre. Et là, aucun mammifère ne passe, sauf l'homme. L'homme, à partir de là, alors qu'il n'est pas encore très imposant, est le seul mammifère qui va être capable de s'imposer dans tous les systèmes écologiques. Même s'il n'est pas encore très puissant, il a déjà la culture et les techniques. Et puis à chaque fois, vous allez voir, dans l'évolution, les grandes étapes de l'humanité, je vais en décrire 6. Alors je suis désolé, j'ai essayé d'en trouver 5 ou 7, parce à chaque fois que je me dis 6, ouais, tu nous ressors encore les 6 jours de la création. Non. J'ai cherché le 7e, mais je n'ai pas trouvé. Donc, première période, évidemment, c'est le feu. Les hommes commencent à utiliser le feu il y a déjà plus d'1 million d'années. Et à partir de là, effectivement, le plus important, ce n'est pas la cuisson de la viande. La viande crue, hein, c'est le carpaccio, hein, on sait faire ça.
ça se digère bien. Ou steak haché. Non, les légumes, les tubercules. Imaginez que vous ayez à manger une patate crue, une patate cuite. Ben, une patate crue, évidemment, vous pouvez le faire, vous aurez mastiqué puissamment, et ensuite, le gros intestin, ben, je peux vous dire qu'il va avoir du boulot pour récupérer de l'énergie. Eh bien, la cuisson, qui est une prédigestion en fait, va permettre de récupérer 16 fois plus d'énergie pour les mêmes quantités de tubercules et de légumineuses ingérées que si vous les aviez mangés crus. Et à partir de là, je vous l'ai dit, ce cerveau qui est un hyper consommateur d'énergie, eh bien, ça va être une libération de la contrainte liée à l'investissement intestinal pour digérer, ce petit coup de pompe que vous avez après le déjeuner, mais je vous surveille, hein, si j'en vois un dormir, cri de chimpanzé. Hein. Après cri de chimpanzé, c'est l'occlusion intestinale. Bon, en attendant, cette affaire est très sérieuse, puisqu'à partir de là, grâce à l'invention de la cuisson, une digestion beaucoup plus rapide et efficace, eh bien, très rapidement, ça va faire sauter un verrou physiologique sur la croissance de ce cerveau qui, effectivement, est extrêmement gourmand, et notre cerveau va acquérir une taille beaucoup plus grosse. Ça aurait pu ne pas se passer, mais ça s'est passé comme ça. Voilà. Donc, à partir de là, on voit bien que déjà, une meilleure maîtrise de l'énergie liée à la cuisson, et la protection, évidemment, mais là, on parle d'énergie, va amener, effectivement, à la première mondialisation, puisqu'effectivement, ces hommes vont être capables, à partir de l'Afrique, d'aller en Europe et en Asie. Deuxième période, c'était il y a 100 000 ans, entre 100 000 ans et 50 000 ans. Alors moi, je suis habitué, hein, pardonnez-moi, à ces chiffres, hein, là, il y a des banquiers, donc vous transformez en euros. Puis quelqu'un un jour me demande, quel est l'âge de Lucie? Je dis, 3 125 000 ans. Avant ou après Jésus-Christ? Chacun son référentiel. Hein. Donc, alors, sérieusement, imaginez que nous ayons été sur cette terre il y a 50 000 ans. Nous aurions eu dans cette salle, vous et moi, donc les hommes et les femmes de Cro-Magnon, comme on les appelle ici, mais aussi des hommes et des femmes de Néandertal, avec de plus gros cerveaux que le nôtre d'ailleurs, qui étaient les vrais Européens, et puis ceux de Denisova qu'on a découvert avec de l'ADN fossile, nos collègues russes depuis peu de temps. Enfin bref, il y avait 4 ou 5 espèces d'hommes sur la Terre. Personne ne prenait le pas sur l'autre. Mais il y a un moment, notre espèce, la nôtre, il y a 50 000 ans à 100 000 ans, pardonnez-moi, nous allons sortir d'Afrique. Et nous allons aller chez Néandertal, qui était ici. Nous allons aller chez Denisova, qui était donc en Asie centrale. Nous allons aller à Java, où il y avait des hommes. Nous allons aller en Chine. Et nous allons faire quelque chose que n'a jamais fait une espèce depuis 3 800 000 000 d'années. Nous allons aller par-delà l'horizon. Nous allons aller de notre propre volonté, aller vers des terres inconnues, ce que nous avons appelé des nouveaux mondes. Et ça, on n'y va pas parce qu'on a faim, on n'y va pas parce qu'on a des techniques, on y va parce qu'on a une pensée sur le monde. Et c'est ça qui nous guide. Aujourd'hui, les Chinois ont envoyé une sonde sur Mars, c'est toujours la même pensée, aller vers l'au-delà. Seulement voilà, ça demande de nouvelles énergies. Et donc ces hommes, évidemment, se déplacent très bien à pied, c'est vous et moi, mais ils inventent la navigation, donc nouveaux moyens de transport. Et en termes d'énergie, ils maîtrisent toutes les techniques du feu, et ils inventent les premiers fours, puisque des statuettes, évidemment, qui circulaient des Pyrénées jusqu'à l'Oural, eh bien, évidemment, bien avant l'invention de la Commission européenne, ça circulait il y a 30 000 ans sur des milliers de kilomètres. Donc, nouvelles énergies, nouvelles façons de se déplacer, et à chaque fois, on va retrouver le même schéma. Troisième période, il y a 10 000 ans. 10 000 ans, je vous rappelle, c'est l'invention de l'agriculture. Et là, quels sont les nouveaux enjeux? Production agricole. Il y a 7 à 8 foyers d'invention des agricultures, indépendants d'ailleurs. Et là, évidemment, c'est la céramique, c'est les fours qui vont faire les poteries, donc maîtrise de l'énergie et les âges des métaux. Donc on maîtrise de mieux en mieux le feu. Et là, à nouveau, nouvelle matière, céramique, métaux. Et là, évidemment, à chaque fois, vous avez un accroissement de la population. Donc, il y a 2 millions d'années, ils ne sont pas plus d'1 million. Quand nous entamons notre expansion, nous, vers 100 000 ans, 50 000 ans, nous arrivons peut-être à 1 ou 2 millions d'homo sapiens, c'est vous et moi. Et là, d'un seul coup, nous passons, avec l'invention des agricultures, à peut-être 10 millions d'habitants. Difficile à estimer, mais l'archéologie et la génétique nous permettent de préciser ces chiffres. Donc là, ça va aller très vite. Puisqu'effectivement, il va y avoir également de nouveaux moyens de transport, c'est-à-dire le cheval et la roue. Quatrième période, la Renaissance. Vous remarquerez, je n'ai pas mis le miracle grec, qu'aiment beaucoup les philosophes français. Je n'ai pas mis l'expansion de la Chine, qui a eu une expansion extraordinaire, notamment au XVe siècle, comme vous le savez.
je fais en fait une sélection, non pas centrée sur l'Occident, que mes amis et nos amis non-européens me pardonnent, il ne s'agit pas de ça. Je n'ai pris que les événements qui ont une incidence mondiale, c'est-à-dire nouveaux modes de production, nouvelles énergies, nouveaux mondiales, et à chaque fois, accroissement de la population. Donc à chaque fois, on a ça. Et donc les agricultures, donc, effectivement, vont jouer ce rôle important, puisque une grande partie des populations, maintenant, va se sédentariser. La quatrième grande période, c'est la Renaissance. La Renaissance, avec évidemment pour l'énergie tout ce qui est l'hydraulique et l'éolien, qui sera d'ailleurs les prémices de la révolution industrielle, et puis de nouveaux moyens de transport, qui sont évidemment la marine à voile et la marine hauturière. Bon, ça ne consomme pas trop d'énergie, parce que c'est le vent, donc là-bas, ça c'est renouvelable. Mais néanmoins, nous allons assister aussi à une expansion de la démographie, puisque en moins de 6000 ans, on passe de 10 millions à 500 millions d'Homo sapiens sur la Terre. Et donc à chaque fois, nouveaux transports, nouvelles énergies, nouvelles matières, et là effectivement, nouveaux moyens de communication comme le livre, mais ça c'est pas le sujet. Évidemment, celle que vous connaissez bien, la 5e période, 1850, la révolution industrielle. Et là effectivement, nouvelle énergie, c'est la houille, nouveaux matériaux, c'est l'acier et la fonte, et là c'est le train et c'est la marine à vapeur. Et à partir de là, effectivement, l'Occident, comme les autres pays, mais va assurer une domination avec le colonialisme, de triste mémoire, je vous l'accorde, une expansion sur la Terre absolument formidable, pas formidable au sens de superbe, mais en tout cas qui était quand même absolument rapide. Je rappelle que les Français ont constitué leur empire en 30 ans. Je ne dis pas que c'était une bonne nouvelle, mais ça a été extrêmement brutal. Et là, nous passons à l'époque de Darwin, donc, quand il écrit L'origine des espèces, à 1,5 milliard d'individus. Et à partir de cette époque-là, ça va s'accélérer d'une manière absolument extraordinaire, puisque nous arrivons à la période que nous allons quitter, chers amis, qui est celle donc de la deuxième révolution industrielle, celle des baby-boomers, où effectivement les nouvelles énergies vont être le pétrole, le nucléaire, et à partir de là, la population mondiale va monter à 2,5 milliards d'individus. Alors bien sûr, ça augmente en Chine, ça augmente en Inde, il y a la révolution verte qui intervient de manière considérable, ça c'est tout à fait d'accord. Mais derrière cela, nous passons à 2,5 milliards d'individus. Où nous en sommes aujourd'hui? Comme l'appelle Jeremy Rifkin, la troisième révolution industrielle. Depuis que je suis né, chers amis, depuis que je suis né, la population mondiale a été multipliée par 3. Alors, je ne suis pas né au Paléolithique, je ne suis pas né au Néolithique, je suis né après la Seconde Guerre mondiale, au cas où le maquillage ne rend pas justice de mon âge. D'accord? Et là, ça va très vite. Ça va extrêmement vite. La mondialisation, ça a toujours existé, mais là, c'est accéléré de manière considérable. Et surtout, ce qui est nouveau, et c'est ça qu'on a du mal à comprendre, c'est que maintenant, tout le monde est connecté. N'importe qui au milieu de la savane, au milieu des Sundarbans, au milieu de la Sibérie, a ces merveilleux appareils et tout le monde sait ce qui se passe partout dans le monde. Car en fait, tout ce progrès que vous avez appris un petit peu à l'école, que j'ai précisé parce que ça n'a jamais été donné dans cette perspective-là, fait que nous consommons en plus énormément d'énergie par tête d'habitant. Donc on met toujours l'accent sur la démographie, mais je rappelle que depuis que je suis né, la consommation d'énergie par personne est multipliée par 100. Si vous regardez depuis 50 000 ans, pardon pour ces chiffres, mais c'est ahurissant quand vous y pensez. Depuis 50 000 ans, nous sommes 50 000 fois plus et nous consommons 10 000 fois plus d'énergie par personne. Donc évidemment, on ne mange pas beaucoup plus que nos prédécesseurs. On mange mieux et une meilleure qualité en moyenne quand ça va bien. Je n'oublie pas les personnes qui sont sous-nourries aujourd'hui, bien sûr. Il y en a 1 milliard. Mais néanmoins, c'est tout le transport, c'est le chauffage, c'est le confort. Quand on est dans les pays du Sud, on refroidit. Quand on est dans les pays du Nord, on veut chauffer. Donc nous avons une accélération absolument considérable de l'énergie. Et à partir de là, ce qui est important, c'est que cette vision de progrès que vous avez partagée avec moi, nous l'avons toujours centrée sur le succès de l'Occident ou des grandes civilisations. Or, aujourd'hui, demain, ce qui va changer, c'est quoi? C'est que tout le monde va participer du même projet. Tout le monde veut ce mode de vie important. Tout le monde veut espérer que nous ayons enfin un monde dans lequel tout le monde puisse goûter les fruits du progrès. Or, les chiffres nous le montrent, ce n'est pas possible. Donc, pendant 10 000 ans, mesdames et messieurs, le slogan a été « croissez, multipliez et produisez plus ». Demain, ça va être « continuons à croître, à stabilité démographique et surtout, trouvons le moyen de consommer mieux pour les générations futures ». La question, ce n'est pas la décroissance, ce n'est pas l'écroissance, c'est qu'il va falloir changer de modèle. Et ce qu'il nous faut inventer pour demain, c'est vivre mieux en consommant moins d'énergie
Et en fait, je crois que c'est tout à fait possible si on prend conscience de cette grande histoire. Et je vous remercie. Pascal Pic, on pourrait vous écouter pendant des heures. Merci beaucoup de ce panorama paléontologique, si on peut dire. Est-ce qu'il y a des questions pour Pascal Pic? Nous avons 5 petites minutes. N'hésitez pas si vous avez... Si, monsieur, là-bas, je vais vous demander de vous identifier. Allez-y. Grégoire Sainty, Nextage et Citizen Entrepreneur. Vous avez évoqué le défi formidable, non seulement sur le plan démographique, mais sur la croissance de la consommation énergétique par habitant. Vous avez évoqué le facteur de 50 000. Est-ce que vous pensez réalisable et quelles sont, dans votre perspective, dans votre expérience de paléontologue, les clés pour réussir cette révolution énergétique dans le sens de la diminution de la consommation par individu de notre énergie? Merci. Je serais cynique, je vous dirais manger des os, mais non. Très bonne question, cher monsieur, parce qu'effectivement, comme j'ai esquissé rapidement, c'est que jusqu'à présent, ces 6 grandes étapes qui marquent le succès darwinien au sens le plus strict du terme, c'est-à-dire en termes d'accroissement de population depuis 2 millions d'années, ont été en fait à chaque fois réalisées par des populations de plus en plus restreintes. Quand nous sommes il y a 2 millions d'années, c'est le genre Homo qui va donner tous les autres hommes. Quand nous sommes il y a 100 000 ans, c'est que les populations agricoles, il y en a partout dans le monde. Quand nous sommes il y a à la Renaissance, c'est essentiellement l'Occident. Et je ne néglige pas ce qui s'est passé dans les autres pays, mais ça n'a pas eu d'incidence mondiale pérenne, c'est ça que je veux dire. Hein. Ensuite, quand c'est la révolution industrielle, c'est l'Europe occidentale et c'est les Amériques. Et maintenant, c'est tout à fait nouveau, c'est que ça se passe partout. C'est-à-dire, ce qui est nouveau, c'est que toutes les autres populations viennent se mettre dans le même schéma. Alors que jusqu'à présent, ceux qu'on avait appelés les primitifs d'ailleurs, hein, et on sait combien on leur doit et ce que nous avons à attendre d'eux, parce que les autres peuples, comme le dit Claude Lévi-Strauss, ont d'autres éléments à nous apporter sur le rapport à l'environnement. Donc il va falloir réinventer d'autres formes de progrès qui ne sont plus que quantitatifs, mais qualitatifs. Mais on le voit bien dans le bâtiment avec les normes HQE, les voitures consomment de moins en moins. Moi, je ne suis pas très pessimiste, hein, mais quand on parle de démographie, vous savez, mon inquiétude, moi, ce n'est pas l'horizon 2050. Hein. Je pense qu'on trouvera des solutions. C'est après, au risque de vous surprendre, qu'on risque d'avoir de gros problèmes. Car en fait, nous faisons de moins en moins d'enfants. Et nous avons un effondrement démographique qui s'annonce dans presque tous les pays après 2050. Et nous risquons de nous mettre en difficulté évolutionniste si nous ne sommes pas capables d'assurer un minimum d'équilibre démographique. Et ça, on sait le faire, les chimpanzés le font, etc. Donc en fait, il faut qu'on sorte des modèles quantitatifs et qualitatifs et réinventer des coévolutions dont nous sommes responsables, c'est-à-dire être capable de préserver la diversité des écosystèmes et surtout, ce qui est important, réinventer une coévolution entre ce que nous voulons léguer aux générations futures et ce qu'elles pourront faire, et donc d'une manière plus qualitative. Parce qu'à chaque fois, il y a eu, dans les formes d'énergie qui ont été acquises au cours de notre histoire, il y a eu le feu, ensuite il y a eu les fours. À chaque fois, on a rajouté une couche. Et ce que dit Jamie Rifkin est intéressant à cet égard, c'est d'inventer de nouveaux bricolages. Alors bricolage, ça peut vous sembler, vu la qualité des personnes qui sont ici, assez péjorative, mais je vous rappelle que bricolage, c'est François Jacob pour la génétique, c'est Claude Lévi-Strauss pour les visions du monde, c'est Stephen Jay Gould et moi-même en ce qui concerne l'évolution anatomique. Bricolage, ça veut dire l'aptitude de créer des choses nouvelles à partir d'éléments préexistants. Et à partir de là, ça se fera comme le Club de la Lune. Savez-vous ce qu'est le Club de la Lune? Connaissez-vous le Club de la Lune? The Lunar Society, The Midlands Enlightenments. Ce sont des hommes, des femmes, des philosophes, des industriels, des scientifiques, des médecins, qui se réunissaient une fois par mois et qui ont fait le monde dans lequel on est. Ils s'appellent Adam Smith, Erasmus Darwin, Josiah Wedgwood, Matthew Boulton, James Watt, Benjamin Franklin, Jefferson. Ces gens-là ont fait le monde dans lequel nous sommes.
Eh bien, aujourd'hui, il faut que nous retrouvions cet esprit du Club de la Lune, car ces changements ne vont pas se faire qu'avec les industriels, qu'avec les philosophes, qu'avec les anthropologues, qu'avec les artistes. Ça se fera dans notre capacité à changer ensemble, dans la diversité de nos compétences, ce monde pour demain. Voilà, ce n'est pas l'optimisme, ça a été fait, à nous de le faire. Pascal Pic, merci beaucoup de nous avoir réveillés Merci cet à vous. après-midi avec vos analyses de paléontologue. C'était une approche extrêmement intéressante de notre problématique. Merci beaucoup.